Donc au nom de l'association Recherche Mimétique, je suis très heureux de vous accueillir ici, en la présence de Michel Deguy, qui nous fait l'honneur d'être venu nous écouter pour un nouveau séminaire de confrontation de la pensée de René Girard avec une pensée tout à fait fondamentale qui est celle de Marcel Mauss. Et nous avons à nos côtés aujourd'hui des grands acteurs de ce dialogue, en la personne d'Alain Caillé, à ma gauche, Lucien Skubla, Marc Anspach, Bernard Perret, qui a aussi beaucoup travaillé cette question. Je remercie chaleureusement Jean-Pierre Dumas, qui a eu l'idée de ce séminaire depuis longtemps, qui rêvait de le construire et nous a aidé à le monter. Bruno Viard n'est pas encore là. C'est lui. Il est arrivé sans que je le voie. Nous arrive de loin, ainsi que beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Alain Chagnal, que je ne connaissais pas, qui est ici aussi, qui parlera. Je me réjouis de le rencontrer et de l'entendre. Je laisse tout de suite la parole à Paul Dumouchel, directeur éternel du conseil scientifique de l'ARM, qui va présider cette matinée et être le gardien impitoyable du temps. Voilà. Merci Benoît. Pour directeur du comité scientifique, ça marche pas? Non, ça marche pas. Ok, ça marche. Voilà, ça marche. Voilà. Alors, comme directeur scientifique du comité scientifique de la RMCOR pour l'éternité, j'en doute beaucoup. Voilà, je vais donc être le gardien du temps. Nous avons un colloque extrêmement chargé, puisque nous avons 4 intervenants ce matin et 4 intervenants cet après-midi. La règle, c'est que les intervenants ne parlent pas plus que 20 minutes, et nous avons ensuite 10 minutes de discussion après chaque intervenant. Je serai le gardien du temps et impitoyable. Donc, messieurs, ne soyez pas vexés si je vous interromps au milieu d'une phrase. 20 minutes, c'est tout ce que vous aurez. Voilà. Alors, notre premier intervenant, quand même, je vais dire quelques mots, est Alain Caillé, qui est le fondateur du MOS, du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, qui est aussi une revue et qui est aussi une collection, qui est quelque chose qui a quand même marqué depuis plusieurs années la culture française, que le mouvement du MOS, et qui est aussi maintenant peut-être aussi le cofondateur ou le fondateur du mouvement convivialiste, et voilà, qui a écrit de nombreux ouvrages sur MOS, et en particulier sur le don. Voilà, alors, Alain, s'il te plaît. Merci Paul. Tu préviens quand même quelques minutes avant la fin? Oui. Au lieu de couper au milieu d'une phrase Non, c'est indispensable. De quoi? De couper au milieu d'une phrase. Oui, mais préviens avant. C'est un signe, je ne sais pas. Genre, j'ai fait un signe, t'inquiète pas. Bon, merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis un petit peu troublé parce que dans mon esprit, il s'agissait d'une rencontre totalement informelle, en petit comité, entre Girardiens et une rencontre informelle et amicale entre Girardiens et Maussiens qui se connaissent, se fréquentent depuis très longtemps, une quarantaine d'années. Nous sommes un peu plus nombreux, tant mieux. Ça veut dire que nos auteurs intéressent beaucoup de gens. Je pense qu'il y a bonne raison à ça. Tant pis pour moi qui n'ai pas le temps de préparer grand-chose, qui vais juste vous présenter quelques indications. Tout d'abord sur le parcours commun des Maussiens et des Girardiens, petite histoire personnelle. Et c'est une histoire en fait, je dirais, de hiérarchie enchevêtrée. De hiérarchie enchevêtrée, il me semble que ces deux manières d'interroger l'histoire et le social s'enchevêtrent et se dominent respectivement. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'expliquer pourquoi je pense que le paradigme maussien est hiérarchiquement supérieur au paradigme girardien. Et petite histoire donc des connivences et des différends entre Maussien et Girardien, c'est une histoire ancienne qui a quasiment 40 ans et qui a commencé, je ne sais plus très bien comment, mais notamment par l'hospitalité que Jean-Pierre Dupuis nous a accordée à l'école polytechnique quand il était directeur du CREA, qui voulait dire à l'époque Centre de recherche sur l'épistémologie de l'autonomie, si je me rappelle bien, il est le centre d'anthropologie, de philosophie, des sciences sociales de Polytechnique. Et il avait la gentillesse de mettre à nos dispositions des salles à l'époque où le mot c'était quelque chose d'absolument informe et totalement inconnu, avec un petit bulletin qui tombait en morceaux, à peine lisibles. Et pourtant, très vite, il y a eu des échanges entre nous, à la fois ce prêt de ça. Nous avons suivi les séminaires de Jean-Pierre qui introduisait en France des auteurs inconnus, Rawls à l'époque, Nozick, Hayek, etc. Et pourquoi cette connivence, cette sympathie entre deux courants de pensée qui étaient à l'époque très marginaux, totalement en dehors des institutions, je pense pour différentes raisons.
D'abord parce que dans les deux cas de figure, il y a quand même une ambition théorique considérable, qui après tout n'existe pas partout, l'ambition de jeter les fondements d'une science sociale généraliste, philosophie, morale et politique incluse, et de chercher ces fondements en opposition au mode de pensée dominant à l'époque et encore aujourd'hui, à savoir un mode de pensée économiciste, qui grosso modo se repose sur la théorie du choix rationnel, sur une vision utilitariste du rapport social. Et puis il y avait également ce pari de chercher les fondements d'une science sociale générale possible en remontant le plus possible à l'origine des sociétés humaines. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? Et dans le sillage de ces échanges, de ces sympathies croisées, les échanges ont continué. Nous avons publié beaucoup d'articles de nos amis girardiens dans la revue de Gauss, puis publié éventuellement des livres. Bon, tout ça, ça continue, avec des échanges, avec des différents théoriques, et en même temps dans un respect, je crois, une amitié partagée, suffisamment rare pour que ça vaille la peine d'être mentionné. Il y a un véritable intérêt théorique à discuter. Alors après, il y a évidemment des différences. Qu'est-ce qui est à l'origine? Puisque nous cherchons tous quelque chose qui est à l'origine, et nous faisons tous le pari que c'est en localisant bien ce qui est à l'origine du rapport social qu'on peut refonder les sciences sociales et commencer à penser notre présent de façon intéressante. L'alternative, vous la connaissez bien. Qu'est-ce qui est à l'origine? Pour les girardiens, c'est bien sûr le lynchage et son euphémisation, sa mise en forme symbolique, son remplacement par le sacrifice d'abord humain à l'origine, et puis un sacrifice qui petit à petit peut se passer des victimes humaines. Pour les Maussiens, à l'origine, il y a la relation de don contre don. Ou plus précisément, plus précis, ce que Mauss appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Triple obligation de donner, recevoir et rendre, étant entendu que le don dont il s'agit n'est pas la charité, c'est un don agonistique, c'est un don qui a des vertus proprement politiques. Nous développons une interprétation totalement politique du don. Alors, ces deux approches ont en commun de nous mettre à distance de la pensée dominante, y compris de la pensée politique dominante, qui fait reposer la vie sociale sur la question de la rareté, sur le besoin et sur la rareté, qui pose que s'il y a des problèmes entre les humains, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens disponibles pour satisfaire les besoins matériels. Petite incursion, toutes les pensées politiques dominantes de la modernité reposent là-dessus. Il s'agit du libéralisme, du socialisme, du communisme et en partie aussi de l'anarchisme. Voilà. Donc ça fait quand même un point d'écart tout à fait considérable. Si la vie sociale ne repose pas d'abord ou avant tout seulement sur le besoin, sur quoi repose-t-elle? Sur le désir. Comment interprétons-nous ce désir? C'est toute la question. Et à quoi conduit-il? Comment se gère-t-il? Comment est-il modulé? Par le don ou par le sacrifice? Les différents, ils sont de deux ordres. Il y a d'une part des différents d'ordre empirique, on va en discuter avec Lucien à l'instant, et puis des différents proprement théoriques. Est-ce que véritablement c'est le sacrifice humain qui est à l'origine des sociétés archaïques? Les structures des sociétés archaïques, il me semble que la réponse est non. Qu'il n'y a pas chez les chasseurs-cueilleurs de sacrifice humain. Ce ne sont pas des sociétés qui reposent sur le sacrifice. Alors on pourrait dire aussi, c'est une autre thématique des girardiens, que pour sortir de la réciprocité violente, de la réciprocité des goûts, il faut une instance en surplomb qui s'érige, et celle-ci naît avec le sacrifice. Ben, je ne pense pas. On peut très bien avoir une régulation de la violence par d'autres moyens que l'instance sacrificielle, déjà par le système de la vengeance, bien évidemment, qui peut s'instituer durer assez longtemps. On n'a pas nécessairement besoin de recourir au lynchage généralisé, par exemple chez les Yanomami, tel qu'analysé par Catherine Alès, il y a une régulation de la violence très simple. S'il y a un conflit, un différend, chacun prend un bâton, alors ça peut être un contre un, le premier donne un coup de bâton, le deuxième donne un coup de bâton, puis celui qui tombe, on s'arrête. Quand c'est plus grave, on met 4 ou 5 personnes face à face, et chacun donne un coup de bâton sur son voisin, puis on attend que ça se passe. On peut casser l'affaire avec des lames, etc. Bien. Alors, il faut qu'il y ait du surplomb, mais ça renvoie à la question d'une théorie du religieux. Une théorie du religieux, on pourra en discuter, je ne vais pas pouvoir le faire dans mon intervention. Mais je pense que ce religieux, à distinguer de la religion et de la religiosité,
on peut penser ce religieux sans mettre au départ le sacrifice humain. Pour d'autres raisons, dans une approche, disons, durkheimienne, maussienne, disons, en disant le religieux, c'est l'instance de la relation avec les entités invisibles, une relation par le don avec les entités invisibles. Bon, je close ce volet de critique empirique. Après, il y a un différent théorique. Un différent théorique sur la nature du désir et sur la structuration des mobiles humains. Pour les Girardiens, en un mot, on désire selon l'autre. On désire ce qu'un autre privilégié, le médiateur, désire. C'est une variante inversée de la vision hegelienne des choses, dans la dialectique du maître et de l'esclave, où on désire imposer son propre désir, on désire montrer qu'on a plus de désir que l'autre. Alors ça nous met en liaison avec tous les débats contemporains sur la lutte pour la reconnaissance, sur la quête de reconnaissance. Et dans ce débat, le mot choisit la version dérivée de Hegel, la lutte pour la reconnaissance, en ajoutant un point, je crois, fondamental, qui est que dans cette lutte pour être reconnu, il faut encore préciser ce qu'on veut voir reconnu. Pourquoi est-ce qu'on veut être reconnu? On veut voir reconnu sa valeur. Qu'est-ce qui fait la valeur des sujets humains? Là encore, on peut faire la boucle avec l'essai sur le don, parce que l'essai sur le don, finalement, ne parle que de ça. Il ne parle que de cette lutte pour la reconnaissance, en tout cas dans le cas du Potlatch ou de la Goula. On veut voir reconnu sa capacité de donateur. On veut voir reconnu les dons que l'on fait, qu'on a fait, que l'on pourrait faire. Et puis au-delà, on veut voir reconnu, mais là c'est plus compliqué, sa participation du domaine de la donation. Alors, je ne développe pas, c'est le rapport à toute la phénoménologie, tradition phénoménologique. On veut être reconnu comme participant du mouvement de la vie, du mouvement de la générativité. Là, il faut maintenant que je précise un petit peu les approches proprement gaussiennes pour que mon propos ait un petit peu du sens. Il nous reste combien de minutes? Et 8. Bon, c'est formidable. Et entrons un petit peu dans le détail pour mieux situer les différences entre une approche girardienne et une approche gaussienne. Il me semble qu'en travaillant un petit peu sérieusement l'essai sur le don, on voit s'y dégager une théorie d'action qui permet de dépasser effectivement les approches utilitaristes, les approches en termes de ce que j'appelle axiomatique de l'intérêt, qui pensent que le seul mobile de l'action humaine, c'est l'intérêt. Et alors, tout le monde peut dire oui, il y a autre chose que l'intérêt, c'est pas suffisant, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle alternatif au modèle économique, au modèle de la théorie du choix rationnel, et qui ne soit pas quelque chose de trop ineffable, d'impalpable, d'immaîtrisable, etc. Bien, il me semble que chez Mauss, on a les bases d'une théorie tétradimensionnelle de l'action. Une théorie qui montre que dans tous nos actes, il entre quatre mobiles qui sont organisés en deux paires d'opposés. Dans toutes nos actions, il entre bien sûr une part d'intérêt, je vais l'appeler d'intérêt pour soi, d'intérêt de conservation, d'intérêt de survie, d'appropriation, etc. Mais tout autant une part d'intérêt pour autrui, qu'on peut appeler également l'aimance ou qu'on peut appeler l'empathie, si on prend le discours moderne, les catégories contemporaines. Donc, bien, première paire d'opposés, il y a l'intérêt pour soi, oui, mais il y a aussi l'intérêt pour autrui. Deuxième paire d'opposés, dans tous nos actes, il entre une dimension d'obligation, de contrainte, ça c'est la dimension durkheimienne. Qu'est-ce qui fait le social? C'est l'obligation. On est obligé de fêter les fêtes de Noël, l'anniversaire du petit, de sa femme, etc. Tout ça, c'est l'obligation sociale. Il y a aussi l'obligation physique et biologique, pas de la même manière quand on est jeune ou quand on est vieux. Et dans tous nos actes également, il entre une part de liberté, créativité. J'appelle ça de liber-créativité. Une part de créativité, d'immersion dans le courant de la vie, parce qu'on veut créer quelque chose. Alors si on dit ça, on commence à bien pouvoir cerner le différent qui peut exister entre girardien et maussien. Il me semble que ce que Girard montre de façon par ailleurs admirable, d'un point de vue littéraire, extraordinaire convaincant, est somme toute un cas doublement particulier, doublement limité par rapport à cette théorie gaussienne telle que je viens de la formuler. Doublement limité, pourquoi? Parce que dans le rapport entre moi et autrui, Girard finalement ne pointe que la dimension rivalitaire, dimension de rivalité, qui est bien sûr toute sa réalité, mais ne voit pas la dimension d'affection, possible également.
au pôle de l'aimance, au pôle de l'empathie, ben, cette empathie, elle peut se manifester de deux façons, soit par de la sympathie, soit par de l'antipathie. Et dans l'approche girardienne, on est très très vite réduit à l'antipathie, à la jalousie ou à l'envie, etc. Mais la dimension d'aimance proprement dite n'apparaît pas véritablement comme ayant de la consistance. Elle est purement illusoire. Je ne pense pas qu'elle soit purement illusoire. C'est le premier différent. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait que les humains ne passent pas leur temps à se taper les uns sur les autres, dessus les uns sur les autres? Ben, il y a deux choses. Il y a deux choses qui n'apparaissent pas, me semble-t-il, dans le cours girardien habituel. Il y a d'une part la dimension de l'obligation, autrement dit toutes les normes sociales qui régulent les pratiques. On obéit à des normes morales, on fait ce qu'on croit devoir faire, etc. Et puis d'autre part, il y a la créativité. Combien? 3, merci. Et il y a d'autre part la créativité. C'est uniquement lorsque l'on fait des choses en commun, que l'on est passionné par une œuvre d'art, une œuvre scientifique, par un match sportif, tout ce qu'on voudra, que la rivalité est dépassée. Donc il y a des manières de dépasser la rivalité qui ne sont pas seulement de l'ordre sacrificiel ou religieux au sens très, très général du terme. J'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais lancer pour camper le paysage de la discussion. Mais alors je termine quand même sur un point, puisque je viens d'essayer d'expliquer pourquoi il me semblait que le paradigme maussien est davantage à même que le paradigme girardien de jeter les bases d'une science sociale généraliste. Et je voyais très récemment, on a échangé avec Hartmut Rosa à propos de son livre Résonance, à propos d'un article qui vient d'écrire, qu'on a publié dans le prochain numéro de l'Antilumus, qui étend son approche sociologique à la philosophie morale et politique. Et là, on a vraiment un discours très très général. Et ce qui est frappant, ce n'est pas du tout les mêmes concepts, ce n'est pas la même entrée, mais au fond, je crois que nous disons vraiment la même chose, soit dans le langage gaussien, soit dans le langage de la 4e école de Francfort. Mais je renverse maintenant mes hiérarchies enchevêtrées. Je pense qu'il y a une plus grande généralité possible de l'approche gaussienne, mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas suffisamment travaillé du côté gaussien sur la dimension de haine, de rivalité, d'envie, de jalousie, etc. D'y travailler d'ailleurs sur les approches proprement littéraires, donc il y a beaucoup de choses à faire. Sur la dimension de haine ou de conflit, juste une précision. Le cycle maussien, tel qu'il est, comme je l'appelais tout à l'heure, c'est la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Nous y avons ajouté récemment le moment de la demande, parce que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un rapport à la demande possible de celui qui reçoit. Mais ça, c'est le cycle proprement symbolique, c'est le cycle positif. C'est ce qui se passe quand ça marche bien. Quand ça marche bien, les sujets humains demandent, donnent, reçoivent, rendent, etc. Quand ça ne marche pas bien, ça bascule dans le cycle diabolique. Le cycle diabolique, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est l'opposé. Au lieu de demander, on ignore, on ne vous connaît pas. Au lieu de donner, on prend. Au lieu de recevoir, on refuse, de rien à recevoir de nous. Au lieu de rendre, on garde. La question, c'est comment on bascule du cycle diabolique, du cycle symbolique au cycle diabolique, et réciproquement, c'est une double hélice. Double hélice enchevêtrée, là encore. Je termine vraiment en un mot. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans le diabolique? Alors là, on revient à la question girardienne, l'envie, la jalousie, la rivalité mimétique. Bien sûr, c'est une partie de la question. L'autre manière d'approcher le problème, j'en parle un petit peu dans un dernier livre, c'est de dire qu'il y a basculement dans la jalousie, dans l'envie et dans la haine, lorsque les dons ne sont pas reconnus, lorsque les moments de la demande, du donner, du recevoir ne sont pas bien gérés, ne sont pas bien ajustés. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Alors nous avons 10 minutes de discussion ouverte. Jean-Pierre Dupuis devait commencer avant que je dise que la discussion est ouverte. Alors Jean-Pierre. Ouais, c'est pas ça, c'est pas valable. C'est pas valable, vous avez. Rule out. Les chasseurs-cueilleurs ne pratiquaient pas le sacrifice. Non. C'est très probablement faux. Explication. Commentaire. Depuis 5 Pas plus ans, que 10 minutes, hein. Depuis 5 ans à peu près, un groupe de girardiens, j'aime pas ce mot, enfin un groupe de girardiens a travaillé avec l'un des plus grands archéologues du monde, Ian Hodder, qui est un de mes collègues à Stanford, qui était donc le collègue de René Girard, sur le site de Çatalhöyük, qui est à 30 km de Konya, la capitale du soufisme, qui a à peu près 10 000 ans, une civilisation, peut-être la première civilisation urbaine connue en tout cas. Voilà. Alors, Çatalhöyük, alors c'est le moment où des chasseurs-cueilleurs ont décidé de se poser.
Pourquoi se sont-ils posés? Alors, il y a des explications possibles. L'économie, la technique, l'agriculture. Bon, l'agriculture, je crois que 2000 ans avant, l'agriculture était déjà connue, donc ça n'explique pas. Bon, etc. Politique, l'explication de Jan Hodder, avant même qu'il rencontre les Girardiens, c'était de dire que c'est pour des motifs religieux. Ils se sont posés et ils ont créé une cité pour pratiquer des rituels, et des rituels sacrificiels, animaux, certes, à grande échelle. Bon, ben voilà. Alors, si ces nomades chasseurs-cueilleurs se sont posés pour pratiquer des rituels, c'est qu'ils les pratiquaient avant de se poser. Ben, ça n'aurait strictement aucun sens, n'est-ce pas? Comment pourrait-on dire qu'ils se sont posés pour pratiquer des rituels qu'ils ne pratiquaient pas avant? Bon, là, ce serait bon, voilà. Enfin, voilà. Voilà une donnée empirique qui va contre ta... Alors, je sais bien que l'affirmation que tu fais est très répandue. Les chasseurs-cueilleurs ne pratiquaient pas le sacrifice. Ben, l'exemple de Chatailleux montre que c'est faux. Désolé. Je ne suis pas convaincu. C'est de l'empirique, là. C'est de l'empirique, mais l'empirique, même ton argument, si tu veux, c'est au moment, c'est dans des cités. Donc c'est justement plus des chasseurs-cueilleurs qui pratiquent le sacrifice humain. Pourquoi est-ce que ces cités sont constituées? Il faut renvoyer au bouquin de James Scott, passionnant, dont je viens de terminer la lecture. Effectivement, on pratique l'agriculture à peu près pendant 5000 ans avant même que se constituent les États-cités. Bon, on est d'accord là-dessus, tu l'as dit. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de rappeler ce truc-là. Bon. Vaste discussion, mais c'est vrai que c'est une discussion technique, on va reprendre d'ailleurs avec Lucien à l'instant, fondamentalement. Là, c'est une discussion empirique, technique, avec plein de matériaux. Bon. Les arguments fondamentaux, c'est bien sûr tout le matériel apporté par Robert Cavaillon à propos des chasseurs, cueilleurs, sibériens, etc., sur lesquels il y a... Oui, mais là, je te parle de Chatailleux. Moi, je parle d'autre chose. Non, la première cité connue. Mais oui, mais justement, mais ça va dans l'autre sens. Ça va en sens inverse de ce que tu dis, puisque tu localises l'émergence du sacrifice au moment de la constitution des cités. Précisément au moment où on sort du registre des chasseurs-cueilleurs. Non. J'ai dit le contraire, excuse-moi. Si les gens se sont posés pour pratiquer le sacrifice, c'est qu'ils le pratiquaient avant. Ça, c'est ton hypothèse. Mais c'est qu'ils... Attends. Ben oui, non, il y a une hypothèse. Excusez-moi. J'ai rien à dire. Allez, ok. Là, il y a Marc Anspach et peut-être Lucien. Marc Anspach qui a fait partie de l'équipe en question va sans doute en parler. Depuis nos débuts. Ben, là, nous sommes à une bifurcation. Hein. On peut prendre des questions différentes ou continuer à... Est-ce que je peux prendre dire un mot simplement? Si tu lèves le doigt. Ok. Oui, simplement, Oui, moi je voulais dire que ce que Alain a dit tout à l'heure, c'est peut-être un lapsus de faux, c'est que nécessairement pour Girard, le sacrifice humain serait premier par rapport au sacrifice animal. Ça n'est pas impliqué par la thèse. Deuxièmement, il faut bien voir que chez Girard, le fondement des sociétés humaines, l'artisan du lien social, que Alain opposait à Mauss. Pour Mauss, c'est la triple obligation. Pour Girard, ça n'est pas le sacrifice, c'est le mécanisme de la victime émissaire. Dont le sacrifice, je l'ai dit d'ailleurs un petit peu, mais dont le sacrifice est un des rejetons parmi d'autres. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, il y a beaucoup de réfutations, pseudo-réfutations de la thèse de Girard. Ça consiste à dire que dans les sociétés les plus primitives, comme on disait autrefois, chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas de sacrifice. Mais il y a, et il peut y avoir l'équivalent. Je vais montrer dans le texte de Mauss, il pose une équivalence entre sacrifice et circoncision. Or, de même que pour mettre fin à une vendetta dans les sociétés méditerranéennes, on procède à un sacrifice du mouton, chez les populations musulmanes, de même en Australie, pour éviter de continuer la vengeance, on fait procéder au dernier camp qui pouvait se venger à une circoncision sur le prochain enfant à circoncire. Ce qui montre bien que ça confirme la thèse de Mauss que la circoncision est un rite parasacrificiel. Voilà, alors j'aimerais d'autres questions? Oui. Bruno Bien. La question est la suivante. Alain, tu as parlé d'aimance et d'empathie, mais en regard de la prédation, de l'intérêt, de la violence, etc. Mais est-ce que tu considères que cette empathie est douée de spontanéité ou qu'elle est une réponse
produite par la logique de la vie ou par les mécanismes qu'on voudrait imaginer, qui entreraient quand même dans une certaine logique de l'intérêt par un détour opportun. Non, je pense que les quatre mobiles que j'ai énoncés sont également premiers. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des dérivés l'un des autres. Parce que, par exemple, pour les théories utilitaristes, peut dire bien sûr, l'amitié, ça existe, c'est une manière de satisfaire son intérêt personnel. C'est une composante d'intérêt personnel. Donc on fait de l'altruisme, la théorie économique dit qu'il y a 20% d'altruisme. Mais il les pense comme une modalité particulière de l'égoïsme. Voilà. Moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense que l'empathie, le rapport à l'autre, ce que j'appelle l'intérêt pour autrui, est tout aussi premier que l'intérêt pour soi. D'ailleurs, ça rencontre des thèmes traités chez les Girardiens, puisque ça renvoie à la question du mimétisme, bien évidemment, qui est là quasiment depuis le premier jour de l'existence. Absolument. Donc, mais juste un mot par rapport à ce que disait Lucien, je vais le dire, évidemment, je demande de temps, je ne nie pas que le sacrifice revêt une importance absolument vertigineuse dans l'histoire des derniers millénaires. Et là-dessus, les Gaussiens n'ont strictement rien dit. Ah, oui. Oui, moi je voulais revenir sur la présentation de la journée qui nous présentait au fond le point de départ avec la conflictualité. C'est-à-dire d'où naît le conflit entre les humains, qu'est-ce qui permet de le surmonter. Et je pense que l'intervention d'Alain ne répond pas à cette question. La transparence. Et il est d'après. Voilà. C'est quand même. Est-ce qu'on part du conflit ou pas? Ben, si on veut être dans le conflit, oui. Non, mais c'est ce que j'ai dit à la fin. J'en ai esquissé quelques mots. D'où naît le conflit, effectivement. Il y a différentes théorisations possibles. J'ai dit que le mot c'était un peu faible de ce point de vue-là. J'ai juste indiqué quelques éléments de réponse que je n'ai pas eu le temps de développer, en termes de, si on met au cœur de la relation humaine le désir de reconnaissance, et qu'on dit qu'on désire être reconnu par le don, à ce moment-là, on commence à bien voir d'où peut être le conflit. Est-ce que j'ai vraiment fait un don? Est-ce que ce don avait de la valeur? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un don? Est-ce que cette valeur a été reconnue par les autres? Elle n'a pas été reconnue, pourquoi? Etc. Et qu'est-ce qui est reconnu dans le don? Est-ce que c'est le moment du don? Est-ce que c'est le moment du recevoir? Est-ce que c'est le moment du rendre? Alors, on a toute une combinaison extraordinairement complexe sur laquelle on peut commencer à travailler. Jean-Pierre? Ouais. Je peux? Ouais, tu peux. Non, une phrase. La grande différence entre Mauss et Girard, c'est que Mauss, tu l'as exposé, il y a l'échange réciproque positif qui peut dégénérer en échange réciproque négatif. Pour les Girardiens, c'est exactement l'inverse. Hein? Au départ, il y a... Alors, ce n'est pas au départ, d'ailleurs, parce qu'au départ, c'est la mimésis, etc. Mais enfin, disons, à un moment donné, il y a la violence. Et tout le travail de Girard, ça a été d'expliquer comment il peut y avoir de la réciprocité positive à partir de la réciprocité négative. Enfin, là, je ne dis pas que l'un a raison, l'autre tort, mais c'est une opposition franche. Oui, mais je pense qu'il peut c'est une opposition qui peut se renverser complètement. Puisque le don est un acte politique qui permet de transformer la guerre en paix. De transformer les ennemis en alliés. Alors, je dois mettre un terme à ce premier moment de la discussion.